Bien, bonjour à tous. Alors effectivement, là j'interviens aujourd'hui non pas en tant que EDF, puisque je viens en quelque sorte de prendre ma retraite. Enfin, la semaine dernière, j'étais encore sur l'île de Chatou, dans la R&D. Mais là, je vais arrêter. Donc j'interviens en tant qu'enseignant à l'UPEC. Donc dans un master maintenance et maîtrise des risques industriels. Alors oui, Nello parlait de l'EFNMS. L'EFNMS, c'est la Fédération européenne des associations nationales de maintenance, donc qui regroupe en particulier l'AFIM, et puis une vingtaine d'autres associations européennes. Donc on se voit régulièrement, et il y a notamment un comité qui s'occupe de santé et sécurité au travail, auquel je participe avec Gérard, qui l'a créé d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu en lien avec tout ça, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ce qui a motivé le sujet dont je vais vous parler, c'est le constat que dans les entreprises, parfois il y a besoin de se reposer des questions sur la méthodologie. Donc, ce que je vais vous présenter, j'ai suivi, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion de suivre des étudiants en stage à qui on avait confié la mission de faire des documents uniques ou de faire des analyses de risques. Et je les ai souvent vus un petit peu désemparés face à leur mission. Donc je crois qu'il n'est pas inutile de revenir sur les concepts, sur les méthodes. Et je m'excuse si c'est peut-être un petit peu didactique ce que je vais vous présenter. Mais on va essayer de voir ensemble si on est d'accord sur les différents aspects que je vais vous montrer. Alors, si ça marche... Mon plan est le suivant. Je vais d'abord présenter la méthode, les différentes phases de cette méthode. Ensuite, j'insisterai un peu sur l'évaluation et la hiérarchisation des risques, parce que l'objectif, c'est de hiérarchiser les risques pour pouvoir les traiter avec une priorité sur les risques les plus importants, puis les traiter ensuite au fil du temps. Et puis, cette méthode a été appliquée à la réalisation d'un document unique de la centrale de Bouchain, qui se trouve dans le nord. Là, c'est une centrale à cycle combiné. Et c'est en cours. Enfin, disons que j'ai travaillé cette année avec eux. Et on a développé la méthode ensemble. Et puis, ils sont en train de l'appliquer. Et ce sera probablement appliqué sur d'autres sites à EDF. Alors, la méthode elle-même, bon, elle n'est pas très originale. Elle consiste, bien entendu, c'est du bon sens. Donc, on va commencer par identifier les dangers pour obtenir une liste de dangers. Puis ensuite, on va analyser et évaluer les risques, sachant que les risques et les dangers sont bien sûr de nature différente. Et les dangers, c'est une source potentielle de dommages. Il n'y a pas d'aspect temporel, c'est intemporel. Alors que si on prend les définitions des normes, les risques, c'est une combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences. Donc il y a un aspect temporel derrière les risques et on envisage les risques dans le futur, quoi. Et il y a une autre définition dont je me servirai également, qui est celle de l'ISO 45000, qui est aussi dans l'ISO 31000, c'est les effets de l'incertitude. Donc il y a deux définitions qui se complètent assez bien, vous verrez. Alors évidemment, la phase suivante, c'est le traitement des risques pour obtenir une liste de barrières de prévention et de protection. Et puis en parallèle, pour avoir une analyse en profondeur, il faut aussi penser aux accidents qui peuvent se produire malgré tout, et donc définir des actions de secours. Mais ces actions de secours, il faut les baser non pas sur les risques qu'on a hiérarchisés, mais plutôt sur les dangers qu'on a identifiés. Parce qu'il peut très bien y avoir des dangers très graves et très peu plausibles, ou très peu probables, pour lesquels il faut malgré tout avoir défini une action de secours au cas où ça se produirait, surtout s'il y a une incertitude importante sur cette probabilité d'apparition de ces dangers. Alors évidemment, là, ce n'est pas complet parce qu'il faudrait reboucler. Il faut évidemment tout. Il y a un bouclage sur l'identification des dangers. Il faut régulièrement venir se réinterroger sur l'analyse. Je vais commencer par l'identification des dangers. Alors ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent dans les entreprises. C'est-à-dire que pour identifier les dangers, on utilise des listes de dangers qui sont souvent des listes un peu à la Prévert. Il y a un peu de tout. C'est classifié de façon diverse. Quelquefois, il y a des classifications qui se recoupent. Il y a des classifications, il y a des risques qui ne sont pas dans les classifications. Enfin, c'est quelquefois un petit peu délicat. Alors, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir
5 catégories de risques. La première, c'est les énergies, évidemment, les hautes énergies qui vont agresser les personnes. Ces énergies, ce sont celles qui alimentent l'équipement, qui sont obtenues par transformation, à l'intérieur de l'équipement, ou qui sont emmagasinées, potentielles ou résiduelles, dans l'équipement. Et là, évidemment, on va retrouver toutes les énergies électriques, les énergies mécaniques de pression des fluides, pneumatiques, d'air comprimé, etc. Les énergies potentielles mécaniques, les masses en hauteur, les chutes d'objets, ressorts tendus. Les énergies cinétiques, les masses et les surfaces sous forme agressive en mouvement. Les énergies thermiques et frigorifiques. Les énergies chimiques, avec des produits inflammables ou explosifs. Les énergies lumineuses ou de rayonnement. Les énergies magnétiques. Les énergies sonores discontinues, hein, c'est les détonations qui viennent crever les tympans des personnes, etc. Donc c'est la première catégorie de dangers sur lesquels il faut s'interroger. La deuxième catégorie, ce sont tout est énergie, hein, évidemment, d'une certaine manière, mais il faut peut-être distinguer quand même, parce que c'est un peu différent, les produits toxiques et pathogènes. Alors dans les produits, ce sont ceux qui sont présents dans l'atmosphère ou sur les surfaces, et on va rencontrer des produits chimiques ou physiques, l'ammoniac, etc., l'amiante, et dans certains cas, des produits biologiques. Alors là, on pourra distinguer les bactéries, les protozoaires, les prions, les virus, les parasites, les venins, s'il y a des animaux, des toxines, etc. Alors ils sont caractérisés également par des voies de toxicité différentes et puis des effets qui peuvent être CMR, donc des effets très problématiques. Ensuite, autre catégorie qui n'est ni parmi les énergies ni parmi les produits, c'est ce qu'on a appelé la quantité inappropriée d'éléments vitaux. Alors là, on va retrouver évidemment le manque d'oxygène. Alors c'est la sous-oxygénation ou au contraire la suroxygénation dans certains cas. Alors c'est les travaux en espace confiné, les travaux subaquatiques, en présence de gaz, en présence de liquide lorsqu'il y a un danger de noyade, en présence de solide quand il y a un danger d'ensevelissement, en présence de poussière avec un danger d'asphyxie. Donc c'est tous ces manques d'oxygène qui peuvent conduire à l'anoxie ou l'asphyxie. Alors on peut aussi ranger dans cette catégorie des problèmes d'hygiène alimentaire avec des risques de déshydratation ou d'hypoglycémie. Ensuite, autre catégorie, c'est ce qu'on a rangé dans ce qu'on appelle les chutes et les chocs, où là il s'agit d'énergie aussi, mais ce n'est pas une énergie qui agresse les personnes, c'est l'énergie de la personne elle-même qui se retourne contre elle-même. Donc on va distinguer dans ces chutes et chocs tous les éléments ou situations qui peuvent détourner l'énergie de la personne, son énergie potentielle et son énergie cinétique contre elle. Donc tout ce qui concerne l'état des sols, les sols glissants, inégaux, etc. L'état des espaces où on risque de se heurter. Donc là on va trouver les espaces encombrés, les obstacles à hauteur d'homme, les parties saillantes ou coupantes contre lesquelles on peut venir se blesser. Et puis les différentiels de niveau, où là c'est l'énergie potentielle de la personne qui va l'agresser, et donc tout ce qui est fosse, escalier, etc., passerelle, et ainsi de suite. Et puis une dernière catégorie, alors qui concerne les situations et ambiances de travail, où on va retrouver un certain nombre de choses qui sont liées, d'une part, aux ambiances de travail qui peuvent avoir un impact sur la santé. Là, on va trouver l'ambiance atmosphérique, les intempéries, l'humidité, la sécheresse, etc. L'ambiance sonore, mais là, il ne s'agit pas du bruit qui vient agresser la personne et qui vient crever les tympans, c'est l'ambiance sonore continue qui va avoir un impact sur l'audition. L'ambiance lumineuse, également continue. L'ambiance thermique, les gens qui sont exposés à des températures chaudes ou froides en permanence. Les vibrations, les rayonnements, et puis les situations d'hyperbarie, peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé importantes. Ça, c'est les ambiances de travail. Ensuite, il y a les situations de travail qui peuvent aussi avoir un impact sur la santé. Là, on va retrouver le travail sur écran, les positions, les postures, les gestes contraignants, les TMS par exemple. On va retrouver les opérations de manutention manuelle,
Les situations de stress, là où le stress a un impact sur la santé, hein, ça va créer de la fatigue ou des troubles. Alors c'est la situation quand on est en situation de danger, quand on est en temps limité, quand il y a une pression psychologique sur les personnes. Et puis les rythmes de travail, évidemment, qui sont aussi source de fatigue et de troubles du sommeil qui peuvent avoir un impact sur la santé. Alors ensuite, il y a également un certain nombre de situations de travail dangereuses, cette fois-ci aussi pour la sécurité, plutôt que pour la santé aussi, mais ça va viser plutôt la sécurité. Et on va retrouver dans cette catégorie tout ce qui est lié au déplacement, en particulier le déplacement routier. Puis les circulations de personnes ou d'engins, les points chauds qui sont apportés par l'intervention elle-même, ou les projections qui sont apportées par l'intervention elle-même avec des outils, du matériel incompatible avec les caractéristiques de la zone d'intervention, les entraves à l'évitement d'un danger, le fait qu'on ne puisse pas se soustraire au danger, et puis les moyens de communication, ou le travail isolé, qui est des moyens de communication qui seraient insuffisants, le travail isolé qui vont avoir un impact plutôt post-accident, puisque la personne ne sera plus en mesure de donner l'alerte. Donc ça va aggraver la situation. Alors ça, c'est la première partie, donc l'identification de ces dangers. On a listé environ plus d'une quarantaine de dangers qui se classent dans ces différentes catégories. Et a priori, maintenant, peut-être qu'on en a oublié, hein, mais on a essayé de passer en revue tous les dangers qu'on pouvait rencontrer. Alors la deuxième partie de la méthode consiste maintenant à analyser et évaluer les risques à partir de ces différents dangers qu'on a identifiés, de manière à avoir une liste hiérarchisée des risques. Alors, pour caractériser les risques, on va s'intéresser à trois caractéristiques essentielles qu'on peut trouver sur un accident en particulier. C'est la gravité du danger, la probabilité d'apparition de l'événement dangereux, et puis la vulnérabilité de la personne. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est mettre des barrières pour diminuer la gravité de ce danger, pour réduire la probabilité d'apparition de ce danger, ou pour réduire la vulnérabilité des personnes vis-à-vis de ce danger. Alors je vais regarder un petit peu plus en détail ces différents aspects, parce que j'insiste là-dessus, parce que c'est là-dessus que va porter la quantification des risques, et c'est à partir de ça qu'on va essayer de les hiérarchiser. Alors évidemment, quand on a affaire à des conditions de travail préjudiciables, comme un bruit permanent, là il n'y a plus de probabilité, puisque le bruit est présent. Donc on supprime la probabilité, ou on dit qu'elle est égale à 1, et on va se préoccuper uniquement de la gravité et de la vulnérabilité. Alors le danger, si on s'intéresse à sa gravité, le danger il peut avoir une gravité qui est variable et qui est liée à sa nature, bien entendu, mais aussi à l'intensité, à l'amplitude, à la dose, suivant le danger dont il s'agit. Ça peut être la hauteur, ça peut être la dose de produit, etc. Et ça va avoir évidemment un impact plus ou moins important et ça va définir le niveau de gravité du danger en question. Maintenant, la probabilité. On peut représenter l'événement dangereux comme étant en quelque sorte une porte qui s'ouvre au danger et qui expose la personne à ce danger. Alors, qu'est-ce qui va conduire la porte à s'ouvrir ? Il peut y avoir des événements intempestifs et inattendus qui sont dus à des causes qui sont externes à cette personne, qui sont des événements extérieurs, ce que je vais symboliser ici par ce petit éclair. Ça peut être une inondation, ça peut être un coup de foudre, etc., une tempête. Ça peut être un matériel, un équipement qui tombe en panne et qui va provoquer l'apparition d'un événement dangereux. Et puis ça peut être des personnes qui font une erreur, hein, et qui fait qu'on va provoquer l'apparition de ce danger. Dans le cas où il s'agit de conditions de travail qui sont tout le temps présentes, évidemment, la porte est toujours ouverte en quelque sorte. Il y a du bruit, si on travaille en conditions avec des intempéries ou on travaille dans le froid, c'est toujours là. Donc la porte, on peut considérer qu'elle est ouverte. Puis il y a une autre voie
qui peut conduire à ouvrir cette porte, c'est la personne elle-même qui fait une erreur, une action intempestive ou inopportune qui va venir ouvrir la porte et s'exposer elle-même au danger. Alors, quand il s'agit des personnes, soit des personnes externes, soit la personne elle-même, il va falloir se préoccuper d'autres aspects qui sont les facteurs de risque, qui ne sont pas des dangers pour eux-mêmes, mais qui vont conduire à faire que la personne va se mettre en danger. Alors, ces facteurs de risque, ce sont des facteurs qui sont liés à l'organisation du travail. Ça peut être par exemple la documentation, avec une documentation qui est absente, qui est erronée, qui est incomplète, qui n'est pas mise à jour, etc., qui va conduire à faire des erreurs. C'est pas, on voit bien la documentation elle-même qui est un danger pour elle-même. Ça peut être des conditions de sécurité réduites parce qu'il n'y a pas eu d'analyse de risque, parce qu'il n'y a pas de responsable d'accès à la zone d'intervention. Ça peut être des défauts d'identification des équipements. Ça peut être le travail isolé ou la coactivité. Ça peut être la formation ou l'expérience qui sont insuffisantes. Ça peut être le stress ou la fatigue que j'ai cité précédemment, mais qui précédemment induisait un effet sur la santé, alors que là, ce n'est pas le cas, ça va simplement induire une erreur. Donc ce sont ces différents facteurs qu'il faut aussi prendre en compte pour essayer d'établir la probabilité d'apparition des événements dangereux. Ça peut provenir également de conditions d'intervention. Alors par exemple les EPI. Des EPI qui sont incommodants, qui font qu'on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. Quand on a des gants, évidemment, des scaphandres, etc., on ne va pas faire les gestes qu'il faut. Ça peut être des zones d'intervention exiguës, ça peut être des positions inconfortables, une visibilité réduite, un problème de communication, ou des moyens ou des outils qui sont inadaptés. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque. Ensuite, troisième facteur, c'est la vulnérabilité. Alors la vulnérabilité, une première chose, c'est que cette vulnérabilité, elle va être croissante avec la fréquence d'exposition au danger. Plus on est là, évidemment, face au danger, plus on est vulnérable. Et puis généralement, sauf pour certains risques, par exemple les risques psychologiques qui sont indépendants de la distance, mais généralement quand on s'éloigne de la source de danger, la vulnérabilité décroît. Alors ce qui peut protéger aussi la personne, évidemment, ce sont les équipements de protection individuelle ou collective, ce sont les règles, les évitements, tout ce qui permet de la protéger. Et puis ça peut être aussi, il faut prendre en compte, quand on parle de vulnérabilité, l'état physique de la personne. Si c'est un jeune ou un vieux, si c'est un homme ou une femme, s'il est en bonne santé ou s'il ne l'est pas, le préjudice va être plus ou moins important. Et puis un dernier aspect qui est plutôt une vulnérabilité, je dirais, collective au niveau de l'entreprise, c'est le nombre de personnes qui sont exposées simultanément au danger. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, pour voir comment on prend en compte cet aspect-là. Alors dans ces différents aspects qui sont liés à la vulnérabilité, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce qui est lié à la fréquence d'exposition ou à la durée d'exposition, c'est ce que j'appellerais la vulnérabilité présence. Ça va avoir un impact sur l'occurrence de l'événement dangereux, sur son apparition. Tout le reste, c'est ce que j'appelle la vulnérabilité niveau. Ça ne va pas empêcher l'événement d'arriver, mais ça va réduire ses conséquences. Donc ça va avoir un impact sur ses conséquences. Alors, si on reprend la définition du risque, qui est la combinaison de l'occurrence d'un événement et de ses conséquences, on va pouvoir mettre du côté des occurrences tout ce qui concerne la fréquence d'occurrence, donc qui est liée à la fréquence d'apparition de l'événement dangereux, ou à ce qui peut permettre de l'éviter, et en particulier la maintenance, qui va permettre de réduire un certain nombre d'événements dangereux. Et puis ça va être évidemment la vulnérabilité en termes de présence, c'est-à-dire que si la personne n'est pas présente, ça va réduire l'occurrence de la situation dangereuse. Et puis du côté des conséquences, on va trouver la gravité du danger, qui sera fonction de sa dose, de son amplitude, etc. Et puis la vulnérabilité en termes de niveau, où on va retrouver les EPI, les EPC, etc. Tout ce que j'ai listé auparavant. Également le nombre de personnes exposées simultanément, dont je reparlerai tout à l'heure.
Alors avant de revenir sur cette analyse et évaluation des risques, je voudrais dire un mot sur le traitement des risques, parce qu'en fait, ça n'a pas tellement de sens d'essayer d'évaluer des risques avec sachant qu'il y a des moyens de protection existants, qu'il faut prendre en compte eux aussi. On ne va pas imaginer les risques je sais pas, un escalier sans rampe, par exemple, alors qu'il y a une rampe qui existe. Donc il faut qu'on prenne en compte les moyens de maîtrise des risques existants. Alors ces traitements des risques, je peux les représenter également sur le petit schéma que j'ai utilisé tout à l'heure. Pour limiter ou pour soustraire cette personne à ces risques et à ces dangers, la première chose qu'on peut faire, c'est mettre des moyens de protection qui permettent de réduire la gravité potentielle des dangers. Si on réduit par exemple la vitesse de la voiture, bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais c'est de la physique, ça va réduire évidemment les conséquences sur la personne, donc ça va avoir un effet sur le danger, ça réduit la gravité du danger. Si on met une protection contre les événements dangereux, après que le danger se soit produit, par exemple c'est la ceinture de sécurité, pour prendre toujours l'exemple de la voiture, ça va réduire les conséquences. Ça évitera pas le danger, mais ça évite les conséquences. Il faudra prendre en compte également un moyen qui permet d'éviter qu'on n'utilise pas ou qu'on utilise mal les moyens de protection. Là, si je reprends la ceinture de sécurité, si vous ne mettez pas votre ceinture, il y a une alarme qui va vous prévenir qu'il faut fermer la ceinture. Donc il y a des moyens qui permettent d'éviter la mauvaise utilisation ou la non-utilisation. Maintenant, ce qui peut conduire à l'apparition de cette situation dangereuse, on peut aussi, ce que j'ai présenté tout à l'heure, mettre des barrières. Première barrière, c'est des moyens de prévention contre l'apparition de l'événement dangereux. Alors ça peut être en particulier la maintenance. Si on maintient bien sa voiture, on aura moins de chances d'avoir un accident. Ou ça peut être des procédures pour éviter que les gens fassent des erreurs. Autre façon de se prémunir des risques, c'est de mettre des moyens de prévention pour éviter des actions inopportunes. Toujours sur l'exemple de la voiture, c'est le système de sécurité enfant qu'on met sur les portes arrière qui évite d'ouvrir les portes quand la voiture est en mouvement. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des moyens de prévention pour éviter les effets de ces actions inopportunes. Alors, pour garder l'exemple de la voiture, ça serait le système ABS, qui fait que si vous freinez sur une plaque de verglas, la voiture évite l'accident. Et puis enfin, comme il s'agit de représenter ici la situation dangereuse, on peut limiter l'exposition des personnes aux événements dangereux en réduisant leur présence. Et ce sont aussi des moyens de prévention contre les événements dangereux. Donc ce sont toutes les barrières qu'on peut prévoir. Et il peut être utile de penser systématiquement à chacune de ces barrières. Est-ce qu'on peut réduire la gravité? Est-ce qu'on peut réduire les effets de ces événements, etc. Est-ce qu'on peut réduire la probabilité d'apparition et ainsi de suite? Alors je vais revenir, alors évidemment quand on a affaire à des conditions de travail préjudiciables, là il n'y a pas de, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de probabilité, donc le schéma est un peu restreint, mais on retrouve la même chose. Alors je vais revenir maintenant à l'évaluation des risques, sachant que on va utiliser cette liste de barrières de protection et de prévention pour éviter l'apparition de ces risques. Alors l'idée, c'est de hiérarchiser les risques de manière à ce que d'année en année, si on a une hiérarchie des risques comme celle-ci, le risque A, le risque B, le risque C, etc., on va mettre en place des moyens de protection de manière à ce que l'année suivante, le risque global soit diminué en mettant en place les moyens de maîtrise sur les risques prépondérants. Et ça va bien sûr conduire à modifier la hiérarchie des risques d'année en année et on peut y espérer comme ça au fil du temps avoir une réduction significative des risques. Donc c'est un peu ça la philosophie, c'est une démarche d'amélioration permanente. Alors comment faire pour évaluer ces risques?
le risque, l'année N, ça va être évidemment une combinaison de la gravité, de la vulnérabilité, de la probabilité, sachant qu'il existe des moyens de maîtrise cette année-là qui sont à prendre en compte également dans cette évaluation, parce qu'ils sont présents. Pas la peine d'essayer de revenir en arrière en se disant on n'a pas les moyens de maîtrise et revenir à ce qu'on appellerait le risque brut, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc on obtient une quantification du risque l'année N, et puis si on veut avoir la quantification du risque l'année suivante, eh ben, on prendra en compte les nouveaux moyens de maîtrise qu'on va mettre en œuvre, et comme ça, d'année en année, on va gagner sur le niveau de risque. Alors le problème, c'est cette petite combinaison que j'ai indiquée ici, qui est souvent, ce qu'on trouve souvent, c'est la multiplication. On a un risque brut qui est la gravité multipliée par la vulnérabilité multipliée par la probabilité, et on met des échelles qui sont censées représenter la gravité, la vulnérabilité, etc. Et on multiplie en fait des chiffres. Et c'est pas très satisfaisant. Le résultat est assez décevant. Si je prends un exemple sur les niveaux de gravité qu'on a utilisés à EDF, par exemple, où ils ont mis 5 pour pas d'arrêt de travail, ça va jusqu'à 25 quand il y a un décès. Alors on voit quand même qu'il y a un poids supplémentaire qui a été mis à la gravité par rapport à la fréquence. Ça va de 5 à 25. L'exposition, ils ont mis 1, 2, 3, 4 pour occasionnel, intermittent, fréquent, permanent. Et puis la fréquence, alors là, il y a quelque chose pour objectiver un petit peu le très improbable, improbable, peu probable, etc. Il y a une espèce d'organigramme là où on sait où on se place. Mais vous voyez, ça va de 1 jusqu'à 10. Et finalement, on a des échelles de risque qui vont de 5 jusqu'à 1000. Alors c'est énorme, hein, 5 jusqu'à 1000. On ne sait pas très bien ce qu'on en fait après. Alors si je prends juste un exemple, supposons qu'on ait un décès avec une exposition occasionnelle et qui soit peu probable. Peu probable, c'est pas très improbable, hein, c'est déjà niveau 3. On obtient une valeur de 25. Et si je prends un accident mineur avec une exposition fréquente, mais fréquente, c'est pas permanent, c'est fréquent, avec une fréquence probable, c'est pas très probable, ça reste probable, ben vous voyez qu'on est déjà au-dessus. Donc ça marche pas bien, quoi. Et très souvent, on se retrouve dans des situations comme ça où en fait on pense hiérarchiser les risques, mais on fait des calculs avec des grandeurs qui ne sont pas du tout représentatives de ce qu'on peut penser, quoi. Alors, ce qu'on propose de faire, c'est d'établir un modèle général qui reprend ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que le danger est identifié par la fréquence de l'événement dangereux, la vulnérabilité des personnes et la gravité du danger. Et puis on va combiner d'abord la fréquence de l'événement dangereux avec la vulnérabilité des personnes au sens présence, c'est-à-dire la présence donc, des personnes devant le danger, et ça va nous donner une fréquence de la situation dangereuse compte tenu de l'exposition des personnes. Et de la même manière, on va prendre la vulnérabilité en termes de niveau, qu'on va conjuguer avec la gravité du danger, ce qui va nous donner un niveau de conséquence pour les personnes. Et c'est en combinant ensuite les conséquences et la fréquence de la situation dangereuse compte tenu de l'exposition qu'on va obtenir un niveau de risque. Alors si on regarde ces différents aspects les uns après les autres, bon, la gravité du danger d'abord, comment est-ce qu'on va l'évaluer? On est parti d'une échelle, parce qu'on est obligé de se donner des seuils, qui permet de dire dans quelle situation on va se trouver avec le danger considéré. Donc ça peut conduire à aucun arrêt de travail, dans le cas d'accident bénin. Donc j'ai repris une échelle qui a été utilisée à EDF. Des arrêts de travail d'un total inférieur à 8 jours avec des effets réversibles après soins, ça c'est un niveau B. Un niveau C, ça serait un taux d'incapacité permanente inférieur à 10%, des arrêts de travail de 8 à 30 jours. Et puis au-dessus, donc un taux d'incapacité qui devient plus important avec des arrêts de travail cumulés supérieurs à 30 jours. Et enfin, le niveau le plus haut qui est un décès ou une incapacité permanente totale de la personne. Alors le problème qu'on rencontre, c'est qu'il y a certains accidents qui peuvent conduire à des arrêts de travail très limités ou même avoir à des accidents, aucun arrêt de travail, des accidents bénins, mais qui peuvent aussi entraîner des accidents très graves. Si on tombe dans l'escalier, on peut se faire moyennement mal, mais ça peut aller jusqu'au décès. Donc ce qui se produit parfois, c'est que
ben, les gens qui cherchent à faire l'évaluation se mettent dans la situation la pire. Et dans ce cas, ben, on va dire que tomber dans l'escalier, c'est pareil que tomber de 10 mètres de hauteur. Alors qu'en tombant de 10 mètres de hauteur, on n'a aucune chance de s'en sortir, et tomber dans l'escalier, on a quand même peu de chances de mourir. Donc il y a un problème là, si on utilise uniquement ces niveaux. Alors ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser des gabarits de ce genre-là, où on a le gabarit numéro 1 qui fait apparaître une probabilité associée à ces différents niveaux. Donc là, on voit que la probabilité la plus importante, c'est celle où il n'y a aucun arrêt de travail. Mais il peut y avoir des situations plus graves quand même, voire même peut-être dans des cas extrêmement rarissimes, un décès. Alors ensuite, on a le gabarit numéro 2, où vous voyez qu'il y a plus souvent des accidents significatifs, mais il peut y avoir aucun effet. Le niveau 3, où là, on a des accidents encore plus significatifs. Le niveau 4, où la plupart du temps, quand même, les accidents sont pas trop importants, mais il peut y avoir des accidents mortels, et là, ça devient plus négligeable. Le niveau 5, où on a des accidents mortels qui peuvent survenir, mais également des accidents bénins. Et puis le niveau 6 qui donne beaucoup plus d'accidents mortels et de rares accidents bénins, mais qui peuvent exister. Et enfin, le niveau 7, où là, on a très peu de chances de s'en sortir, finalement. Là, la plupart du temps, c'est l'accident très, très grave, voire le décès. Alors, on s'est basé sur ce type de gabarit. On a fait l'essai donc à la centrale de Bouchain. Je vais vous donner quelques exemples. Et ça convient relativement bien. C'est-à-dire que les gens qui s'en sont servis se sont bien servis. Ils ont trouvé que ça convenait au danger qu'ils veulent chercher à hiérarchiser. Par exemple, pour le gabarit numéro 1, ça serait un choc à la tête contre les canalisations, ou le travail sur écran, ou une chute de matériel stocké sur des armoires. Le niveau 2, ça serait la chute dans les escaliers. L'obstacle au sol et chute de plein pied, des blessures avec de l'outillage, des écorchures. Le niveau 3, ça serait une diminution de l'audition qui est liée au bruit ambiant, une chute en descendant d'une plateforme ou en utilisant une échelle à crinoline. Alors ce que je vous liste là, évidemment, c'est critiquable, hein. On peut avoir des idées différentes. On peut classer ce que j'ai mis en 3, en 2, etc. Ça, c'est le résultat d'une discussion. Le niveau 4, alors on a classé les préjudices dus à un incendie, où on a quand même des chances d'y rester, mais on peut aussi s'en sortir. Le niveau 5, ça serait l'électrisation sur des coffrets électriques sous tension, des blessures dues à l'utilisation de portes sectionnelles, collision de piétons avec des chariots ou des camions. Niveau 6, des préjudices dus à des travaux en espace confiné, des chutes d'une plateforme sans garde-corps, des préjudices dus à une explosion, où là on voit qu'on a de fortes chances quand même d'y laisser sa vie, même si parfois peut-être on peut en réchapper. Et puis le niveau 7, où là on a très peu de chances d'en réchapper, c'est l'électrisation suite à des travaux sur un poteau à haute tension, ou bien une chute d'une toiture qui serait à une hauteur importante. Donc voilà, on s'est servi de ça pour pouvoir graduer les niveaux de danger. Alors on peut aussi représenter ça sous la forme d'un arbre de décision. On a fait un petit outil Excel qui permet de tomber sur le danger qui correspond au gabarit en répondant à ces différentes questions. Est-ce que la probabilité de décès est très peu probable? Alors si c'est oui, on va là, et ainsi de suite. Alors donc pour évaluer les conséquences du danger, on va choisir parmi ces différents gabarits. Et pour le faire, on va prendre en compte toutes les données qu'on a pu accumuler concernant la gravité du danger. Donc on prend en compte évidemment le danger potentiel, son amplitude, sa dose. On prend en compte les éventuels moyens de protection qui sont déjà en place pour réduire la gravité de ce danger, ainsi que les moyens qui permettent d'éviter qu'on ne les utilise pas. Même chose pour la vulnérabilité, on va prendre en compte les EPI et EPC qui existent et qui sont utilisés, ainsi que les moyens pour éviter qu'on les utilise mal. Et à partir de toutes ces connaissances-là, c'est celui qui fait l'analyse qui va choisir un niveau de danger.
Alors ensuite, ce qu'on a proposé, ça a pas, là c'est peut-être optionnel, hein. Je vous dirais qu'à Bouchain, ils ont décidé de ne pas le faire parce qu'ils trouvaient que c'était trop complexe. Alors cela dit, je voudrais quand même vous en parler, c'est l'aspect de la prise en compte du nombre de personnes qui sont exposées simultanément. Alors, l'idée, c'est d'essayer de prendre en compte ce nombre de personnes. Alors, pour faire simple, on peut considérer qu'il y a une personne toute seule ou plus qu'une personne. Parce que si on veut distinguer différents niveaux, après, ça peut devenir effectivement assez complexe. Alors, ça provient de cette réflexion-là. C'est est-ce qu'on a égalité des situations quand une personne est exposée 5 minutes à un risque d'explosion? Est-ce que c'est égal à 5 personnes exposées pendant 1 minute à ce même risque d'explosion? Bon, évidemment, a priori, ce sera non. Je pense qu'on craindra davantage cette situation-là. Alors, ça peut être une situation inverse, hein. Dans certains cas, si on prend la radioprotection, il vaut peut-être mieux avoir 5 personnes qui sont exposées pendant 1 minute qu'une personne exposée pendant 5 minutes. Donc ça dépend des situations. Mais en tout cas, il n'y a pas égalité entre les deux. Donc il va falloir qu'on établisse, là c'est aussi par avis d'experts, hein, on va mettre en place une matrice qui va nous permettre de dire, bon, si je suis dans ces situations-là, plusieurs personnes qui sont soumises au risque gabarit 1, donc avec très peu d'effets, est-ce que je considère que c'est plus grave ou c'est moins grave qu'une personne toute seule qui subit un danger de niveau 2? Alors là, j'ai répondu que c'était plus grave pour cette personne-là, donc je préfère cette situation-là que celle-là. Et à partir de ces différentes interrogations, eh ben, on va pouvoir s'établir une matrice comme celle-ci avec des niveaux. Vous voyez que là, j'ai dit que là, c'était plus grave dans cette situation-là qu'une personne toute seule, que plusieurs personnes dans cette situation-là, et ainsi de suite. Donc là, il faut s'interroger et établir une matrice. Et une fois que cette matrice est établie, on peut l'utiliser de manière relativement transparente. Alors ça, c'est pour la partie conséquences. Maintenant, pour la partie fréquence de la situation dangereuse compte tenu de l'exposition, bon là, on va être dans une situation où on va faire des opérations de fréquence à fréquence, hein. On va prendre en compte des fréquences et une présence. Donc l'idée, c'est de déterminer la fréquence de l'événement dangereux avec les moyens de prévention existants, en prenant en compte les connaissances qu'on a sur cet événement dangereux. Donc est-ce qu'il peut provenir d'un facteur humain ou organisationnel? Est-ce que ça peut provenir d'une défaillance matérielle ou d'une cause externe? Ensuite, si c'est un facteur humain, est-ce qu'il y a des facteurs de risque liés à l'organisation du travail ou aux conditions de travail, dont j'ai établi la liste tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir les actions inopportunes? Et ainsi de suite. Donc je vais prendre en compte tous les moyens existants qui permettent de réduire la probabilité d'apparition de cet événement. Donc je vais classer en prenant en compte ces différentes connaissances sur cet événement. Je vais les classer d'une manière qui reste évidemment très subjective, hein, parce que généralement on n'a pas beaucoup de retours d'expérience, on ne peut pas faire des calculs statistiques, mais on peut se donner une échelle de ce type-là. Là aussi c'est à discuter, hein. Plus d'une fois par jour ou permanent, moins d'une fois par jour, moins d'une fois par semaine, moins d'une fois par mois, etc., jusqu'à moins d'une fois tous les 10 ans. Donc on a choisi ce type d'échelle. Alors ensuite, on va prendre, une fois qu'on a classé dans ce type d'échelle la fréquence de l'événement qu'on craint, on va prendre en compte la fréquence d'exposition ou le temps d'exposition de la personne. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a classé en permanent, en fréquent, intermittent, occasionnel, en se donnant des valeurs. Donc si c'est occasionnel, c'est de 1 à 15 jours par an, etc. Et ça peut se traduire en termes de fréquence. Donc finalement, quand on fait la combinaison de ces deux aspects, enfin vulnérabilité, présence
les fréquences de l'événement, on multiplie des fréquences par des fréquences et donc on obtient des fréquences. Et donc on peut simplement par calcul se trouver quel est le niveau en termes de fréquence de l'événement dangereux. C'est la fréquence de l'événement dangereux. Non, pardon, c'est la fréquence de l'événement dangereux va donner la fréquence de la situation dangereuse compte tenu de l'exposition. La dernière étape, c'est le niveau de risque. Alors pour faire ça, on va prendre en compte à la fois les conséquences et la fréquence de la situation dangereuse. Mais plutôt que de faire une multiplication, là aussi, ce qu'on propose de faire, c'est d'établir une matrice. L'idée n'étant pas de mesurer le risque, mais de hiérarchiser le risque. On ne cherche pas à donner une valeur qui n'aura pas beaucoup de signification, mais plutôt à dire que le risque ici, il est plus faible que le risque qui est ici, par exemple. Alors évidemment, on peut se poser un nombre de questions limitées parce qu'il y a un caractère de dominance. Quand on augmente la fréquence, évidemment, on ne peut pas diminuer le risque. Quand on augmente les conséquences, on ne peut pas le diminuer non plus. Donc il peut y avoir que des cas d'égalité dans certains cas. On considère que ce risque-là, on l'a mis au niveau 3, il est équivalent à ce risque-là, par exemple. Donc on va se poser un certain nombre de questions et on va établir cette matrice avec un nombre quand même limité de cases. Tout ce qui est dans le noir ici, on n'a pas distingué parce qu'on a considéré que de toute façon c'est intolérable quand on est dans cette situation-là. Donc il faut faire quelque chose à tout prix, il faudra trouver des moyens de maîtrise. Donc peu importe que ce soit 8, 9, 10, il faut faire quelque chose, donc on a tout laissé à 8. Alors on part de ça. Le problème qu'on rencontre quand même, et qu'il faut signaler, c'est qu'en faisant ça, on a pris en compte la première définition du risque, qui est la combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences. Donc c'est ce qui conduit à ce type de matrice. Mais il y a une deuxième définition du risque qui est les effets de l'incertitude. Or, il est clair que généralement, l'incertitude, elle porte sur la fréquence et que plus la fréquence est faible et plus l'incertitude est importante. Les événements qui ne sont jamais produits, on pense qu'ils ne se produiront jamais, mais en fait, ils peuvent très bien se produire beaucoup plus qu'on le pensait. Donc, c'est là que l'effet de l'incertitude peut être important. Et si les conséquences sont importantes, on voit que l'effet de l'incertitude, il peut être considérable. On peut passer du vert au rouge. Donc il faut prendre en compte aussi cet aspect-là, l'incertitude qu'on a sur le danger. Ce n'est pas parce qu'on est ici dans le jamais vu qu'on est dans le vert. Alors que c'est sans doute beaucoup moins sensible lorsqu'on a des dangers qui ont des conséquences plus faibles et des fréquences d'occurrence qui sont plus élevées. Alors pour prendre ça en compte, on a proposé de prendre en compte l'effet, la connaissance de la certitude. Est-ce qu'on a une certitude importante sur la fréquence d'apparition du danger ou pas? Alors on peut établir l'importance de l'incertitude en se disant que si on s'est mis dans cette zone-là et qu'on considère qu'on ne peut pas en sortir, on dit que l'incertitude est faible. Si par contre on considère qu'on n'est pas très sûr et qu'on pourrait très bien en sortir, on va dire que l'incertitude est élevée. Bon, et lorsque l'incertitude est élevée, dans les cas où les conséquences sont importantes, parce que c'est dans ce cas-là que ça nous intéresse, quand les conséquences sont faibles, on s'en fiche, là on va augmenter le niveau de criticité, donc le niveau de risque. Et on a décidé d'augmenter d'une unité le niveau si on avait une incertitude élevée. Donc voilà ce qu'on a fait pour évaluer les risques et pour les hiérarchiser les uns par rapport aux autres. Alors la dernière chose qu'il faut prendre en compte, c'est les actions de secours. Bon, ça, je vais rapidement là-dessus, simplement quand évidemment les dangers, on n'a pas pu les interrompre avec des barrières de prévention. L'événement dangereux, on n'a pas pu réduire ses effets par des barrières de protection. Il faut quand même qu'on ait pensé à ce qu'on peut faire en premier secours pour éviter que les conséquences finales sur les personnes soient trop importantes. Donc il faut prendre en compte, à chaque fois qu'on identifie un danger, il faut bien prendre en compte tous les moyens d'action, de premier secours bien sûr, qu'on peut mettre en place.
Voilà, alors à partir de là, sur le site de Bouchain, donc on a établi un document unique. Donc on a fait un fichier Excel pour mettre en place cette méthode. Donc ce fichier, il commence par prendre en compte la partie identification des dangers. Alors il y a un certain nombre de données dont je n'ai pas parlé, l'unité de travail, les personnes, le type de personnes exposées, etc., les activités mises en œuvre, les catégories de dangers, donc les 5 catégories que j'ai listées, les dangers, là on a un choix qui est possible, des commentaires, ensuite la gravité et la vulnérabilité du danger et ses conséquences, les moyens de protection existants, la gravité qu'on va choisir dans des gabarits, le nombre de personnes qui sont exposées simultanément, et puis là on va sortir un niveau de conséquence. Ça c'est une sortie du programme, je dirais, hein, c'est calculé à partir des matrices qu'on a établies. Bon, de la même manière, on va renseigner l'occurrence du danger et l'exposition au danger, et on va sortir également par calcul la fréquence de la situation dangereuse. Et puis, également par calcul, grâce à la matrice qu'on a établie, qui est établie une fois pour toutes, on va sortir un niveau de criticité qui va permettre de hiérarchiser ces différents risques. Et on va proposer des moyens à mettre en plus, des moyens de maîtrise supplémentaires à mettre en œuvre, ainsi que les activités de secours dont je viens de parler. Et ces moyens de secours à mettre en œuvre, l'année suivante, elles seront réintégrées dans ce tableau, de manière à pouvoir voir l'évolution d'année en année de ce document unique. Voilà l'idée générale de la méthode. Alors pour conclure, les points importants, l'objectif de la méthode, c'était de chercher un bon compromis, je ne sais pas si on l'a trouvé, mais entre la rigueur, on cherchait à être quand même rigoureux, et on essayait d'être un peu pragmatique quand même, que ce ne soit pas une usine à gaz, même si ça... Quelquefois, ça peut être un petit peu trop important pour certains goûts, ou aussi sur certaines études, ça peut être un peu lourd. Il faut essayer de trouver le bon niveau, quoi. En tout cas, ce qu'on a essayé de proposer, c'est une classification des dangers en 5 catégories pour essayer de ne pas en oublier, d'éviter les listes à l'après-vert. Évaluer la gravité en se basant sur des classes, donc des gabarits là, que j'ai proposés. La fréquence de la situation dangereuse qui est calculée, prenant en compte l'exposition, l'évaluation du risque qui est basé sur un modèle qui est un peu formalisé, là c'est ce schéma que je vous ai montré, les barrières de prévention et de protection qui sont listées, hein, il y en a 7 au total, il faut penser à chacune des 7, s'interroger systématiquement pour ne pas en oublier, et puis cette hiérarchisation qui se fait en prenant en compte évidemment la gravité, la fréquence, mais également l'incertitude qu'on a sur la fréquence. Et ce processus d'amélioration continue qui permet d'année en année d'améliorer le risque global. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je trouve ça très séduisant et intéressant. Pas forcément super simple à mettre en œuvre partout. Pourquoi avoir conservé le découpage et la distinction de la vulnérabilité qui se redécoupe en deux et pas avoir intégré la vulnérabilité de niveau et la vulnérabilité d'exposition à chaque composante fréquence et gravité? En fait, on peut le faire, mais c'est pour être plus clair, pour bien montrer la démarche, si tu veux. C'est pour ça, c'est pour penser à tout. Hein, mais en fin de compte, on aboutit à ça, quoi. On mélange les deux après. Oui. C'est un peu didactique, effectivement. Pour réduire la largeur du tableau Excel. Alors, on peut le réduire, ce tableau Excel, effectivement. Hein. On peut mettre tous les moyens de maîtrise en une seule case, plutôt que les distinguer. Alors, c'est très intéressant, l'aspect des gabarits. Oui. Ça a bien marché, oui, les gabarits. Oui. Au tout début, je ne voyais pas où on voulait arriver. Oui. Et puis après, quand j'ai vu les gabarits, ça a attiré encore d'autant plus mon attention parce que je trouvais que c'était vraiment une autre approche très intéressante. Et le découpage, il me semble que c'est un système qu'on peut en fait faire évoluer dans le temps. En fait, on voit à un moment qu'on va pouvoir faire un document unique en hiérarchisant, mais on peut s'arrêter à un moment. Et on pourrait très bien dire l'année d'après, on le fait évoluer
en le complétant par... Il ne me semble pas figé comme beaucoup de systèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes, c'est soit celui-ci, soit rien. Alors que là, il semble qu'on puisse en fait s'arrêter un moment, hiérarchiser et le faire évoluer. Moi, je l'ai perçu aussi comme ça. Le faire évoluer, c'est-à-dire modifier les... C'est-à-dire, par exemple, comme le site, là, aujourd'hui, il s'est arrêté à un point de la méthode, là. Mais peut-être que l'année prochaine, il peut prendre la suite de la méthode. Une fois qu'ils auront construit cette base qui, au début, peut faire peur si on prend l'ensemble, ils peuvent prendre d'abord ce qu'ils ont décidé, là. Oui, bien sûr. Ils l'ont construit, ils voient que oui, c'est pas mal, ça marche bien. On comprend maintenant le reste, on va le faire évoluer. Enfin, On peut, oui, en effet. Changer le niveau de gravité, par exemple, sur un... Oui, mais par exemple, ils n'ont pas pris en compte une personne ou plusieurs personnes. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter là. On peut, oui, effectivement. Et puis dire, l'année prochaine, on le fera évoluer, là, comme ça. Oui, on peut parfaitement le faire, oui. Et effectivement, d'année en année, la première année, c'est la plus dure, hein, parce que là, il faut qu'on se tape les matrices, il faut qu'on se mette d'accord, quoi. Puis une fois qu'on s'est mis d'accord, c'est rentré dans l'outil, on peut faire un outil, et c'est calculé automatiquement. Après, c'est beaucoup plus facile. Oui. C'est la première fois que c'est plus difficile, oui. Oui, c'est vraiment la base. Évoluer, oui, effectivement. Voilà, moi, je trouve qu'on a vraiment là une méthode qui peut évoluer dans le temps, que je trouve qu'on perçoit moins sur d'autres méthodes. Je crois qu'il ne faut surtout pas oublier que le document unique est un document qui est obligatoire, qui doit être remis à jour toutes les années. Et le fait de ne pas avoir de document unique, s'il y a un pépin ou s'il y a un accident, ça risque d'avoir des conséquences assez graves pour l'employeur. Oui, bien sûr. Il faut, très souvent, les entreprises, surtout les petites PME, j'ai pu en voir une qui est dans ma famille. L'établissement du document unique, c'était pour un chef d'entreprise qui n'est pas tellement nombreux à lui tout seul et qui a un certain nombre de bons hommes, il trouvait que c'était quand même quelque chose qui lui prenait beaucoup de temps, dont il avait de la peine à réaliser l'intérêt. Alors évidemment, il ne faut pas que ça reste un pinceau réglementaire, quoi. Il faut que le document unique, on ait envie de s'en servir, on ait envie de le faire vivre. Et c'est un peu ça l'idée de la centrale de Bouchain. Ils voulaient savoir d'année en année comment ça a évolué. Est-ce que leur risque, ils voulaient être capables d'estimer l'évolution de leur risque. Et ça me paraît intéressant de voir. Il ne faut pas que ce soit un pinceau, mais qu'on donne à des stagiaires, quoi. Que pensez-vous des entreprises qui utilisent le document unique et qui, pour ne pas faire apparaître des niveaux de danger summum, déclassifient des risques en termes d'ordre ou de priorité ou de gravité? Il les déclassifie pourquoi? On va dire pour éviter d'avoir des problématiques à montrer à l'écran que les problèmes ne sont pas traités. Moi je dirais que c'est pas bien. C'est-à-dire qu'ils font le... C'est souvent ce qu'on fait quand on fait des analyses de criticité et on dit moi je veux que ce soit pas critique et on en déduit, on va dans l'autre sens, quoi. On déduit que ça arrivera jamais, etc. Bon, et on construit le tableau de cette façon-là. Bon, évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Il faut être honnête. On est bien d'accord. c'est pas bien, mais c'est vrai que ça arrive souvent qu'on travaille en sens inverse. Non, mais c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile à faire, hein. J'avoue que en termes de préventeur, je le fais bien dans différentes formations et présenter l'analyse de risque, c'est pas facile. En tous les cas, c'était très bien présenté. Merci Antoine. Je rappelle qu'aussi, au niveau de la FIM, on a un outil qui s'appelle Paris Maintenance, qui existe, qui est là pour faire de l'analyse de risque. Et là aussi, on est conscient que c'est un outil où on aura besoin de travailler et de faire évoluer.